Dans ce troisième épisode témoignage sur le burn-out, mon invité partage l'histoire de son épuisement professionnel, mais surtout des rechutes qui l'ont suivi. Environ 25% des personnes en burn-out vont rechuter et clairement, on n'en parle pas assez. On voit trop souvent le burn-out comme un événement unique, avec un début et une fin. Sauf qu'il y a un avant, un après, et un grand 8 émotionnel avec des doutes, un sentiment de culpabilité, et que si la reprise est trop rapide, trop dure, trop intense, on ne se remet pas vraiment. Cet épisode illustre tout ça. Bonne écoute et n'oublie pas de liker, partager, commenter pour soutenir Travail et moi. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Faustine. Bonjour Faustine. Bonjour Sarah, Comment vas-tu aujourd'hui? ça va. Ça va? Faustine, je t'ai invitée pour parler du burn-out. Ça va être le troisième témoignage que je vais publier sur le burn-out. Et je vais te poser la question que j'ai posée à toutes mes invitées jusqu'à maintenant, qui est qu'est-ce qui te donne la pêche aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est de transmettre, transmettre mon histoire, témoigner, et puis de façon générale, voilà, me sentir utile, créative, c'est ce qui me, c'est ce qui me rend, donne de l'énergie. Je vais rebondir sur le mot créative parce que récemment tu as posté une vidéo de toi en train de danser dans une gare néerlandaise. Et moi, j'ai trouvé ça hyper courageux, en fait, bah, voilà, de se montrer comme ça. Et ce qui ressortait aussi de cette vidéo, c'était beaucoup de joie dans la façon dont tu manifestais, en fait, ce que tu étais en train de faire. Et voilà, je voulais savoir si pour toi, ça participait aussi à la créativité, comment tu te sentais par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Danser pour moi, c'est vraiment quelque chose de profond, un mode d'expression qui m'est cher. Et en fait, effectivement, cette expérience dans la gare, ça permettait de combiner deux de mes passions que sont la danse et le train, et de jouer avec les voyageurs, de les surprendre, d'éveiller leur attention, tout en me mettant en lumière une œuvre d'art qu'il y a dans cette gare. Ouais, c'était vraiment un moment de plaisir, de créativité, comme tu dis, et de connexion aux autres. Ok. Donc finalement, ça rassemblait un peu ce que tu nous as dit au début, c'est-à-dire transmettre, connecter aux autres, etc. Exactement. C'est là où Ok. on est aligné. Ouais. Et comment est venu ce projet? Je fais un peu une digression avant qu'on parle du burn-out, mais comment est-ce que ce projet de danser dans une gare est advenu finalement? Alors, j'ai rencontré la directrice de la gare d'Utrecht qui m'a mis en lien avec quelqu'un qui s'occupe des arts dans les gares des Pays-Bas, parce qu'il y a vraiment une importance donnée aux sculptures, aux, aux œuvres artistiques qui sont documentées. Et cette dame m'a permis ensuite de rencontrer une troisième personne qui est l'artiste qui a créé une œuvre d'art dans la gare d'Utrecht, qui sont des bonbonnes, bonbonnes d'oxygène en référence à une île très lointaine. Donc un formidable contraste entre quelque chose qui vient d'une île la plus lointaine possible et une gare très dense comme celle d'Utrecht Central. Et donc j'ai rencontré cette artiste, elle avait envie de créer un événement, une expérience autour de cette œuvre d'art pour lui donner de l'attention. Et donc voilà, j'ai développé des idées, ça m'a créé des liens, et finalement je lui ai proposé effectivement de danser moi-même. Et ensuite elle nous a réunis avec un trompettiste donc nous avons tous les deux improvisé autour de ces escaliers dans cette gare très fréquentée. Parce que c'était une impro en fait. Oui, c'était une impro. On avait bien sûr réfléchi à la thématique de l'eau, notamment en lien avec l'île, à la thématique de la surprise, interagir avec les voyageurs. Mais donc c'était une improvisation. Ok. Et quelle a été la réaction des voyageurs justement à te voir danser, à écouter la musique? Ouais, bah, ça a été vraiment une réaction de surprise et de joie, de sourire. Il y en a certains qui ont dit, voilà, ça m'a vraiment fait une petite lumière dans ma journée. Euh, et ouais, je pense que ça a eu l'effet escompté, un peu comme un happening Hmm, dans une gare. ok.
Et je voulais m'arrêter un peu sur cet événement parce que justement, je trouve que c'est un événement qui montrait beaucoup bah, de créativité et de joie, comme on l'a dit tout à l'heure. Avant d'aborder le sujet pour lequel on échange aujourd'hui, qui est celui de ton burn-out, du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi le burn-out, comment tu en es sorti, voilà. Mm. Alors moi déjà, j'utilise plutôt le mot épuisement. Je trouve qu'il était plus juste par rapport à ce que j'ai ressenti et moins peut-être connoté sur ce qu'on entend aujourd'hui. Donc moi, c'était 9 mois après la naissance de ma fille. Je me suis résignée à aller chez le médecin pour demander mon premier arrêt maladie de ma carrière. Ça faisait 6 ans que je travaillais dans une entreprise, dans un secteur que j'avais choisi et qui me plaisait énormément. Et, euh, et en fait, si donc j'ai fait cette démarche hein, vraiment à contre-cœur, c'est que bah, les semaines avant, j'étais épuisée, j'avais une boule au ventre, j'avais de plus en plus d'émotivité, de pleurs au travail et surtout une incapacité à faire la moindre des tâches, une tâche facile comme écrire un mail, faire un compte-rendu, qui était vraiment le cœur de mon... Enfin, c'était des tâches faciles d'habitude, impossible de les faire. Et il se trouve qu'en fait, j'étais dans une équipe où la manager, bah, en fait, connaissait ces symptômes parce elle les avait vus dans son équipe et elle les avait expérimentés elle-même. Et en fait, c'est comme ça elle m'a parlé, elle m'a dit c'est pas normal. Et en fait, elle a commencé à m'interpeller, à me questionner, à essayer de me dire mais prends soin de toi, enfin peut-être va chez le médecin. Et puis, comme souvent, quand c'est la première fois que ce genre de choses nous arrive et qu'on est quelqu'un de très engagé au travail, ben on est dans le déni, on dit mais non, c'est passager ou ou enfin ou c'est pas c'est pas normal mais ça va passer je veux travailler, je veux absolument réussir cette tâche que pourtant j'arrive pas à faire et donc finalement face à ce déni elle a fini par escalader et faire intervenir une RH et donc un jour je reçois un coup de téléphone de ma manager et la RH se joint à nous et vraiment on fait le point, on s'arrête, on fait le point sur ma situation et elle me convainc qu'en fait, effectivement, c'est pas normal d'être dans cet état-là face au travail et que j'ai certainement besoin de repos ou en tout cas de faire le point avec un professionnel médical. Et là, je pense que ce qui a vachement compté, c'est aussi que bah, ma nouvelle responsabilité de maman, je me dis c'est effectivement pas possible quand j'ai charge de famille de dépérir comme ça, d'avoir de moins en moins d'énergie, moins en moins de, de, de morale. Et donc, du coup, j'ai accepté ça. Et donc, effectivement, je suis allée chez le médecin, un premier arrêt maladie, ce qui est effectivement un choc, je trouve, qu'on a toujours été mobilisé au travail, quand on n'a jamais été malade. Et à ce moment-là, effectivement, tout de suite, j'ai voulu agir. Je me suis dit, bon, ok, donc c'est la santé mentale. C'était quelque chose de nouveau, mais dont on parlait quand même, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que tout ça, c'était l'année 2020, pendant le Covid. Et donc, on commençait à parler de santé mentale. Et donc, du coup, j'ai voulu, voilà, essayer de trouver un psychologue pour m'accompagner et pour réfléchir là-dessus de façon très proactive. Et alors, j'avais pas forcément de gens dans mon entourage à qui demander, donc j'ai un peu plutôt cherché sur Internet, trouvé un psychologue qui parlait voilà, d'épuisement, de blocage professionnel. Je n'avais pas forcément encore le mot burn-out pour identifier ce qui se passait. Et donc, j'ai travaillé avec elle. Après, je trouve que peut-être je suis pas forcément bien tombée. Je suis tombée sur quelqu'un plutôt enfermant qui m'a tout de suite, voilà, on faisait 2 séances par semaine, c'était assez intensif. Bon, ça m'a permis de regagner de l'énergie assez vite, de passer au-delà de la culpabilité très forte que j'avais, de quitter le travail, de quitter mes tâches que j'avais laissées non finies, et puis culpabilité de pleurer, de pas y arriver, un sentiment d'impuissance. On a pu un peu évacuer tout ça avec pas mal de pleurs. Et puis peu à peu regagner de l'énergie en comprenant qu'il fallait poser des limites, que c'était pas moi, c'était pas mon être qui était remis en cause, mais un contexte aussi. Ça m'a aidé à comprendre que le contexte du travail était
très important dans ça. Et plus tard, ben, sur le burn-out, j'ai vraiment appris que c'est toujours la combinaison entre soi-même et son engagement, ses propres, sa propre personnalité et un contexte de travail qui devient pas compatible, quoi, et qui provoque cet épuisement. Mm. Et donc, en fait, j'ai vite regagné de l'énergie et ça veut dire que j'ai vite repris le travail aussi. Et ça, parce que, bah, on va dire, le médecin qui m'avait arrêté, il m'a cru. Il a cru que ça allait bien, que j'avais l'énergie, que je voulais reprendre, réintégrer l'équipe dans laquelle j'avais subi ce premier épuisement. Et j'ai repris à plein temps. Et avec voilà, l'envie de faire, l'envie de trouver des nouveaux moyens d'action. Et en fait, ben, du coup, j'ai fait vite, fort. Et 5 mois plus tard, alors que ben, l'équipe était toujours en souffrance, parce qu'en fait, c'est ça, hein, l'équipe était quand même, avait des problématiques où on n'arrivait pas à agir, on n'arrivait pas à faire ce qu'on nous demandait. Et en fait, ma chef elle-même a dû s'arrêter, parce qu'elle n'en pouvait plus, de pression du management, non-alignement avec le management, justement. Et moi, ben, je suis partie un mois plus tard en rechute. Et ça a été super dur parce que j'avais l'impression, j'avais une sorte de fierté d'avoir réussi à mieux me connaître, à retrouver l'énergie, à avoir grandi en fait de cette expérience. Et là, de rechuter, c'était comme s'il fallait tout refaire à nouveau, comme si c'était finalement pas assez solide. Et donc, bah, je suis repartie dans un travail d'accompagnement psychologique, cette fois-ci avec le service de soutien psychologique de mon entreprise, que j'ai trouvé ça très, très qualitatif. Et voilà, mais surtout, comme vraiment j'avais enfin identifié que l'environnement de travail n'était pas du tout adapté pour moi et avait trop de problèmes, j'ai vraiment voulu le quitter, ce que j'avais pas cherché à faire dans la première fois. Et donc, du coup, on va dire le défaut de cette rechute et de cette deuxième arrêt, c'est qu'une fois que j'ai regagné un peu d'énergie, grâce au travail sur moi, etc., ben je me suis vite mise en posture de recherche de travail, donc dans la même entreprise, mais dans un autre service. Et donc, du coup, ben, je pense que j'ai aussi grillé des plaquettes, qui fait que bah, quand j'ai repris le travail avec un nouveau travail, bah, j'étais peut-être pas en aussi bonne forme que j'aurais dû. Et en plus, bah, il se trouve que je suis tombée sur une chef qui finalement s'est révélée plutôt toxique. Donc, et finalement, quelques mois plus tard, ça a réoccasionné une énième rechute, une deuxième rechute. Et là, vraiment, j'ai demandé au personnel médical de me protéger. De me dire, mais arrêtez, ne me croyez pas si je regagne de l'énergie, si vous me voyez enthousiasme, motivé, protégez-moi. Ici, s'il faut être en arrêt un peu plus longtemps, il faudra le faire et surtout, il faudra reprendre à petite dose, quoi, parce que, en fait, effectivement, ce qui s'est arrivé, c'est que quand on est en arrêt, qu'on a l'impression de rien faire, de ne rien apporter à la société, et c'est vrai que l'utilité, c'est un peu un de mes moteurs, enfin, en tout cas, moi, j'ai un peu compensé ensuite quand j'ai repris le travail pour faire plus ou faire. Et quand on est, voilà, encore un petit peu fragilisé, bah, ça fait pas bon ménage. Et donc, du coup, ouais, j'ai vraiment pris plus le temps de demander vraiment explicitement aux professionnels de santé qui m'accompagnaient de me protéger, de me ralentir. Et donc, du coup, là, cette fois-là, j'ai repris à mi-temps thérapeutique, j'ai pris davantage le temps de me questionner sur la suite du travail. Et j'ai eu la chance, voilà, de trouver un poste qui m'a vraiment épanoui, mieux convenu. Et donc, du coup, j'ai pu, voilà, sortir de cette histoire. Mais c'est vrai que ça a été difficile, long. Et déjà, la première fois, quand ça m'est arrivé, ça m'est tombé sur la tête. J'avais vraiment aucune référence de ce que c'était le burn-out et l'épuisement. Mais ensuite, les rechutes, j'avais encore moins de références et encore moins de, de personnes dont je pouvais entendre le récit. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de témoigner. Je l'ai fait auprès de mes collègues à chaque fois que je suis revenue de travail. J'ai vraiment voulu briser le tabou. Et c'était fou comme en fait, à chaque fois, j'avais des confidences en retour. Donc vraiment, ça m'a
confirmé dans la volonté de témoigner et de pouvoir échanger là-dessus pour prévenir, pour éviter que les gens ils aillent, ils touchent le fond, parce on peut agir avant que ce soit l'épuisement. Et voilà, donc témoigner. Et puis, bah, écoute, effectivement, t'as proposé cet appel à témoignage et j'ai saisi l'opportunité. Mmh. Et du coup, ton premier arrêt, il a été de combien de temps pour la première fois que tu t'es sentie épuisée? C'était de 2 mois. OK. Donc premier arrêt de 2 mois et tu reprends, vraiment, très investi, à fond dans ta mission et cetera. Ça dure, 5 mois, tu as dit à peu près, 6 mois? Ouais, 5, 6 mois, ouais. Mmh. Et là, tu as été arrêtée combien de temps la deuxième fois? J'ai été arrêtée 4 mois, Mmh. 4, 5 mois. Et du coup, j'ai repris j'ai commencé un nouveau travail. Et là, pareil, ça a duré à peu près 6 mois euh, avant que je claque, quoi. Mmh. Enfin, que je claque. En tout cas, ouais, que j'ai à nouveau des forts symptômes et que l'arrêt était nécessaire. Mm. Ouais. Et pendant ton premier arrêt de 2 mois, est-ce que tu arrivais à vraiment te reposer ou est-ce que tu étais vraiment en mode, «Il faut que je fasse des trucs, il faut que je sois active, il faut» comment ça se passait pour toi? Bah, je me reposais. De toute façon, j'avais pas beaucoup d'énergie pour faire, mais j'avais quand même effectivement ce souhait de travailler sur moi psychologiquement. Et donc, ces rendez-vous avec la psy, essayer de bouger un peu mon corps, de marcher, même si c'était difficile des fois de sortir du lit. Mais ouais, il y avait quand même cette idée de proactivité qui, qui était là. Mmh. Et donc après il y a eu un deuxième arrêt, un troisième arrêt du coup avant le moment où tu as changé de poste? Ouais, Et pendant ce dernier arrêt, tu étais en recherche d'emploi déjà ou c'est que tu l'as mis en place, plus tard? là, j'ai pris les leçons, on va dire, de ma première rechute, où j'avais été trop, voilà, dans la recherche d'emploi et c'est forcément fatigant. En plus, on doit convaincre, convaincre qu'on peut le faire. Avec petite parenthèse, j'ai fait le choix à chaque fois dans mes entretiens ensuite d'embauche d'être transparente sur les difficultés professionnelles que j'avais pu avoir et ce que j'en avais appris. Et on va dire, parce qu'à la fois, je voulais que la personne m'embauche en connaissance de cause et puis aussi avoir cette attention, on va dire, pour cette particularité. Et ça ne m'a pas forcément desservi. Sauf après, il y a des postes où on a convenu que c'était pas adapté, mais ça m'a pas desservi. Et donc, oui, là, donc ma deuxième rechute, j'ai vraiment pris le temps de, de, de me déconnecter du travail, de me reposer, de me reconstruire un peu. Et c'est seulement ensuite, dans un deuxième temps, où j'ai commencé à chercher du travail quand je me suis sentie en capacité de reprendre doucement. Voilà. Mmh. Et tu disais que, au moment de ton premier arrêt, c'était, ta manager et les RH qui étaient intervenus. En fait, c'était une intervention pour te dire, «Maintenant, il faut, faire quelque chose». Ouais, stop. Et est-ce que dans ton entourage, il y avait des personnes qui dans ton entourage, du coup, personnel, il y avait des personnes qui, commençaient à t'alerter sur des choses ou avaient noté des changements dans ton comportement? Ou, est-ce que dans la sphère privée, ça se voyait pas, ton épuisement? Bah oui, ça commençait à se voir hein, dans la sphère privée, ça faisait tache d'huile, à la fois l'énergie, l'émotivité, la difficulté à faire, même les plus petites tâches, y compris bah, ménagères ou que la cuisine, difficile. Et forcément, bah, donc, mon mari, en l'occurrence, avait noté ça, mais était aussi, je pense, démuni sur qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce que ça reflétait. Donc, il était forcément, enfin, il était soutenant, mais, je pense qu'il était voilà, aussi démuni que moi sur les sujets de santé mentale et ce que ça pouvait occasionner sur le corps, la vie. Mmh. Et à plusieurs reprises, tu as mentionné le fait que, par exemple, pour ton premier arrêt, le médecin, a accepté finalement que tu reprennes à temps complet, tout de suite parce que, tu te donnais l'impression d'avoir complètement récupéré, d'être en forme et cetera. Et que du coup, à la dernière fois, tu as vraiment dit au médecin, au personnel de santé qui s'occupait de toi: «Protégez-moi», parce que est-ce que tu sentais que tu étais capable de reprendre à temps complet même si tu avais pas, toute l'énergie pour le faire?
Bah, en fait, je pense que des fois, l'énergie, enfin, je la ressentais là, et c'est ça qui m'a piégée, je pense, les fois où j'ai repris à plein temps. Parce qu'en fait, c'est toute la question des limites et de l'investissement aussi. Et donc forcément, quand on a un temps partiel, on est limité par le cadre. Et c'est ça dont j'avais besoin pour pas à nouveau me surinvestir et poser des limites au travail, en fait, pour aussi pas que ça influe trop sur la vie familiale et vraiment de bien séparer les temps. Et d'ailleurs, un des grands apprentissages que j'ai eu dès le début, en fait, enfin, ou peut-être, non, peut-être à ma deuxième arrêt où j'ai pu rencontrer une psychologue qui était plus adaptée pour moi, je trouve, c'était la reconnexion avec la danse, justement, et avec une activité hors du travail. Parce que, voilà, jeune diplômée, je m'étais lancée à fond dans le travail. Après les études, oui, j'avais plus tellement, enfin, j'avais pas fait une place pour un loisir régulier et aussi les choses qui me plaisaient. Et donc, du coup, bah, il n'y avait pas cette capacité à avoir plusieurs paniers. Et ça, ouais, c'est vraiment une des grandes leçons de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et donc, de retrouver du temps pour soi, pour un loisir, pour son couple, ensuite pour sa famille, voilà, quand même. Et puis pour le travail. Hmm. Chacun a sa place. Ouais. Et c'est pour ça qu'au début de l'entretien, je voulais parler aussi de la danse parce que justement, une notion qui est hyper importante dans le burn-out ou dans l'épuisement de manière générale, c'est qu'on oublie le plaisir. En fait, on n'a plus de plaisir dans rien du tout. On n'a plus de plaisir au travail parce qu'on n'y arrive plus. On n'a plus de plaisir en dehors parce qu'on n'a plus d'énergie, etc. Et du coup, en effet, le fait de se reconnecter à une activité qui est une activité plaisir, c'est aussi quelque chose qui nourrit et qui aide à mettre les choses à leur place et à retrouver son énergie, en fait. Ouais, moi j'ai vraiment pu en faire l'expérience quand j'ai trouvé donc un cours qui me convenait avec une régularité aussi parce que enfin, en tout cas clairement moi ça m'aurait pas convenu une salle de sport en open service en libre accès, j'aurais pas eu la discipline euh, ou en tout cas enfin dans mes premières années professionnelles je sais que j'avais fait ce système-là et en fait vite je me laissais manger par le travail ou par une deadline ou autre chose comme ça donc la régularité, ça a été clé pour moi. Mm. Et tu disais en parlant du mi-temps thérapeutique que justement ça posait un cadre que tu devais respecter. Et est-ce que c'était facile de respecter le mi-temps ou est-ce qu'il y a des moments où tu sentais que ça débordait, que tu aurais eu besoin de rester pour finir des choses? Euh, Ça allait à peu près parce que aussi on avait quand même réduit la charge. Et aussi, quand j'ai repris un mi-temps, on savait que je resterais pas sur ce poste-là parce que, enfin voilà, il y avait des choses qui m'allaient pas non plus dans les missions que j'avais. Donc, j'ai pas eu trop cette expérience-là. Par contre, dans mon autre mi-temps disponible, il se trouve que j'ai pris un engagement associatif et qui, lui, m'a pris pas mal de temps. Donc, il se trouve que, bon, l'autre mi-temps n'était pas forcément du repos pur et dur, mais une activité plaisir en même temps, hein, que c'était quelque chose que je faisais avec cœur, mais assez prenante aussi. Mm. Ok. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, tu habites aux Pays-Bas parce que tous ces épisodes-là dont on vient de parler, c'était quand tu étais en France. Et quelle est ton activité aujourd'hui et comment est-ce que tu es vigilante justement à la notion d'épuisement dans ta nouvelle configuration? Tout à fait. Donc effectivement, on a déménagé il y a un an aux Pays-Bas pour le travail de mon mari. Moi, du coup, j'ai dû doucement quitter mon entreprise, enfin, après une transition. Donc, j'ai cherché du travail. J'en ai pas trouvé, il n'y avait pas beaucoup d'offres, il y avait aussi beaucoup de barrières de la langue, même si je l'apprends, le néerlandais. Et donc, je voulais pas rester inactive trop longtemps. Et j'étais aussi encouragée par un écosystème d'indépendants et d'entrepreneurs qu'il y a ici aux Pays-Bas, à la fois dans la communauté expatriée, mais de manière générale dans la société. Et donc, j'ai créé mon entreprise pour fournir des services de communication, de développement d'affaires dans les domaines qui me sont chers de la mobilité et de la culture. Et pour répondre à ta question, oui, clairement, je suis attentive aux signes
et c'est vrai que euh, bah, je fais attention, je, j'écoute, c'est à la fois les moments de fatigue, de moindre énergie, moindre envie. En toute transparence, c'est quand même un changement fort de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Il n'y a pas justement ce cadre qu'on a en entreprise. Et je cherche du coup à le construire. Pour justement me donner des limites aussi dans l'investissement. Et donc ouais, je fais aussi bien en sorte d'avoir du temps pour des loisirs, pour moi, pour ma famille, de bien séparer les temps. Mm. Et tu as dit à plusieurs reprises que la santé mentale était encore un sujet tabou et dont on parlait pas forcément beaucoup en entreprise. Donc oui, il y a une mode autour du burn-out et le fait d'en parler, mais concrètement, quand on est en poste et qu'on est en train de travailler, ben, on n'en parle pas forcément avec ses collègues. Et du coup, tu disais tout à l'heure que tu avais reçu aussi beaucoup du coup, de témoignages quand tu commences à parler de ta situation. Et est-ce que tu as l'impression que ça évolue dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on en parle plus facilement, que la parole se libère, ou est-ce que c'est encore un truc dont on parle discrètement et surtout pas pour soi-même en fait? Mm. Bah, j'ai l'impression quand même que ça a bien évolué, notamment effectivement après le confinement, où beaucoup de personnes ont souffert. Je sais que même dans mon entreprise, donc il y avait cette cellule de soutien psychologique qui était existante et qui est déjà un service vraiment de grande qualité et une chance que peuvent se permettre des grandes entreprises. Et puis on a eu un réseau de mixité, notamment qui a organisé une conférence sur le sujet, qui a posé des mots, des connaissances sur ça et ça a été assez fou parce qu'il y a eu vraiment des centaines de personnes connectées à cette conférence. Je crois qu'il y en a une deuxième aussi, pareil, où on a vu l'engouement parce que les gens avaient besoin d'informations et de partager le savoir. Je sais qu'il y a aussi, même en entreprise, enfin, dans des journées sur la santé mentale qui sont organisées là, justement à l'automne. Je crois qu'ils ont, un peu comme toutes les journées mondiales, il y a peut-être la journée de la santé mentale et ils investissent ces temps pour en parler. Après, on parle pas mal des risques psychosociaux aussi. Bon, moi, j'ai pu faire l'expérience des limites de ça. Enfin, dans mon équipe qui était un peu dévastée, là où j'ai eu mon premier épuisement, il y a eu une analyse des risques psychosociaux et bon, enfin, tant le diagnostic que les actions n'ont pas été vraiment utile ou profitable, quoi, mais parce que je trouve que c'était vraiment quelque chose de plus systémique, culturel, donc aussi difficile à changer. Mais en tout cas, voilà, je sens une plus grande présence et discussion sur ces sujets. Mais ce qui n'empêche pas qu'effectivement, les, les cas se multiplient et que beaucoup en souffrent, quoi. Mm. Et le service qui t'a accompagné du coup dans ton entreprise, c'était des personnes physiques à qui tu pouvais parler, avec qui tu pouvais prendre rendez-vous? Ouais, oui, alors on était encore un peu en mode confinement, donc j'ai fait pas mal de visioconférences, mais effectivement c'était des services de psychologues et psychologues du travail dédiés avec qui on pouvait prendre rendez-vous. Et effectivement, j'ai bénéficié de cet accompagnement un certain nombre de mois. Hmm, ok. Donc c'était pas juste une hotline comme ça se développe beaucoup aujourd'hui où on peut appeler en cas de d'urgence, mais finalement qui propose pas forcément des suivis sur le long terme, quoi. Là, tu as vraiment Mm. bénéficié d'un suivi. Oui, ben, on va dire la première porte d'entrée, c'est une hotline qui peut gérer à la fois effectivement des traumatismes liés à des accidents du travail ou des agressions, et puis vraiment ce sujet du stress et du malaise au travail, qui peut aussi être une cause d'appel. Et donc après, dans ce cas, se met en place un accompagnement plus suivi autant que nécessaire. Hmm, ok. Euh, du coup, on arrive à la fin de cet entretien. Tu nous as raconté les différentes étapes finalement de l'épuisement et les rechutes, ce qui est, à mon sens, particulièrement intéressant parce que je trouve que l'aspect rechute est souvent occulté quand on parle du burn-out. On a tendance à parler du premier burn-out, mais on ne parle pas forcément du fait qu'il y a des rechutes. Or, il me semble que le chiffre des rechutes, c'est 20-25% des personnes qui ont fait un burn-out, donc c'est quand même beaucoup. Et c'est ça que je trouvais particulièrement intéressant.
Et du coup, ben, en dehors du burn-out ou autour du burn-out, si je te pose la question et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu répondrais, comment tu l'interpréterais? Alors, j'ai tendance à ne pas regretter les choses et à toujours retenir le positif de mes expériences. Donc, pas forcément envie de refaire autrement, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être un peu mieux choisir les professionnels qui m'ont accompagnée. Et je trouve que c'est difficile quand on va pas bien de trouver les bonnes personnes, de savoir, d'avoir ce premier échange pour, pour voir si ça peut convenir avant d'être dans une logique de prise de rendez-vous, prise de rendez-vous. Donc cet aspect-là, et puis effectivement peut-être de croiser des professionnels de santé qui soient peut-être un peu plus sensibilisés à ce sujet, au sujet des rechutes pour protéger et pour quand même sensibiliser la personne à fait qu'il faut prendre le temps de vraiment aller mieux, d'être plus solide et de poser des limites. Mm. Hmm. Écoute, merci Faustine pour ton témoignage. Merci à toi, Sarah, de m'avoir invitée. Et je pense qu'il sera très utile à de nombreuses personnes, donc merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!